Mayotte, actualité. Bonjour et bienvenue sur Kwezi pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, on va recevoir Thierry Suquet, le préfet de Mayotte. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, évidemment, on va parler de Talus 2. Il y avait les objectifs annoncés avant l'opération. Il y a eu l'opération et aujourd'hui, on est à l'heure des bilans. Et il semblerait, si l'on en croit les informations que l'on a, c'est que tout se soit à peu près bien passé. Alors vous savez, l'heure des bilans sera pour plus tard. Ouais. Déjà démarre, sur Talus 2, on peut. On continue. Alors sur Talus 2, d'abord, premier bilan. Avec toutes les décisions de justice, le juge a constaté d'une part l'insalubrité réelle du bidonville que nous souhaitions détruire, Ouais. et d'autre part a constaté que nous avions fait à tous les habitants qui avaient le droit de rester sur l'île une proposition de relogement conforme à la loi. C'est une grande victoire avant même de commencer la démolition que d'avoir ces deux constats de la part du juge. Après, Talus 2, 162 cases identifiées. En cours de démolition depuis hier, 86 familles ayant le droit de rester sur ce territoire française ou de nationalité étrangère en situation régulière. La moitié d'entre elles, 48 hier soir, étaient relogées, 200 personnes. Voilà, c'est le premier bilan qu'on peut tirer de cette journée. Les autres sont expulsés? Les autres, si vous voulez, Ils ont n'ont pas disparu dans la nature? les autres n'ont pas. Non, mais par exemple, on a des gens qui nous ont dit, nous, on préfère être hébergés dans notre famille que d'aller, voilà. Et puis, évidemment, on le sait, on a des gens qui ne veulent pas rester. En réalité, les étrangers qui étaient en situation irrégulière dans ce bidonville avaient quitté le secteur depuis longtemps, parce que depuis décembre, on a des opérations de police et de gendarmerie de façon très régulière. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est véritablement le début de l'opération hier, ce qui s'est passé à Talus 2, parce que il y a eu toutes ces décisions de justice qui ont mis un peu de retard à l'allumage, mais est-ce que ces décisions de justice étaient véritablement nécessaires pour démarrer serein? Vous l'avez vu, enfin je le disais, on reconnaît l'insalubrité, Oui, on reconnaît oui. le relogement. Mais en réalité, la totalité des renforts sont arrivés il y a un mois. Moi, je voudrais, par exemple, mettre l'accent sur la lutte contre la délinquance. 244 personnes interpellées dans le bilan d'hier soir en 4 semaines. C'est un nombre important, largement au-dessus de ce qu'on fait sans les renforts. C'est des opérations anti-délinquance menées de façon quotidienne par la police et par la gendarmerie. Certes, on a connu des troubles à l'ordre public, mais on a une présence depuis un mois qui est particulièrement importante. Sur la partie démolition, entre 2021 et 2022, on avait démoli 2000 cases insalubres. Aujourd'hui, je le répète, on a ciblé 1000 cases qui sont connues, identifiées, marquées dans des périmètres déterminés. Une partie d'entre eux déjà avec un arrêté préfectoral et une autre partie avec un arrêté en cours parce qu'on finit les enquêtes. Donc si on continue sur ce rythme-là, et vous voyez qu'effectivement, dans ce sens-là, ce n'est qu'un début, nous aurons démoli plusieurs milliers de logements à la fin de l'année. Alors, il faut rappeler quand même que, parce que dans l'esprit des gens, l'opération Wambushu, entre guillemets, un mot qui n'a jamais été prononcé par le ministre, du reste, mais l'opération Wambushu, c'est l'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Or, la réalité, c'est pas ça. Wambushu, c'est la lutte contre la délinquance, la démolition d'habitats insalubres et évidemment l'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Et les décisions, il n'y a pas que le préfet, il n'y a pas que la préfecture qui les prennent, il y a aussi les maires. C'est en accord avec le maire. Les maires nous ont demandé, d'abord dans les journées îles mortes du dernier trimestre 2022, mais aussi dans les contacts fréquents que nous avions avec eux, d'accroître l'effort de l'État. Le ministre avait entendu ça quand il est venu au mois d'août l'année dernière. Et donc depuis le mois d'août, on prépare la montée en puissance de ces opérations. Et en particulièrement en matière de démolition, les périmètres sont proposés par les maires, étudiés en commun avec les services. Pour réussir, on a besoin de la présence des maires, de leur police municipale, de leur CCAS, et on a besoin du soutien de l'ensemble des collectivités de cette île. Alors c'est quoi les prochaines étapes, je ne sais pas si on peut en parler, mais les prochaines cibles, entre guillemets? Alors objectif, c'est plus joli. Non, mais on a aujourd'hui 8 arrêtés préfectoraux qui ont été pris depuis le début de l'année. 2 ont été exécutés, le dernier étant Talus 2. Derrière, il va nous en rester 6 qui sont déjà prêts, qu'on va mettre en œuvre dans les semaines suivantes.
On va continuer sur la commune de Koungou. On a des objectifs très précisément ciblés sur Petite Terre. Et puis ensuite, on a des projets en cours dans d'autres communes de l'île. Comme Mamoudzou, j'imagine. Y compris Mamoudzou. Ouais. Vendredi dernier, j'étais dans le secteur de Cavani avec le maire Andil. On a lancer les opérations sur un quartier, parce qu'en réalité, les opérations Loi Elan démarrent 4 mois avant la démolition physique, quand on commence à marquer les cases, à identifier les gens qui vivent dedans, à faire partir les étrangers en situation irrégulière et à proposer des solutions de relogement et d'hébergement aux Français. Alors, tout ce système judiciaire, qui était nécessaire, vous l'avez dit, et on l'a tous compris, nous ont fait perdre quasiment un mois, un retard à l'allumage. Un retard nécessaire, on l'a bien compris. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mois, on va l'avoir à la fin des dates qui étaient prévues, c'est-à-dire autour du 15 juin. Ça va être reporté, en clair. L'opération se termine quand? Non, mais en termes de volonté politique, il n'y a pas d'arrêt de l'opération. D'accord. Évidemment, on ne va pas rester avec autant de force qu'on en a maintenant. Mais vous l'avez entendu, le ministre a dit très clairement qu'il comptait continuer. Et l'autre jour, en réunion des préfets, il a exprimé une priorité pour Mayotte pour cet été, en dépit des grands événements qui sont attendus en France. Donc on aura probablement un système en sortie, en sifflet avec un peu moins de force. Mais je veux dire, en juillet, en août, en septembre, on va continuer les démolitions et les opérations de lutte contre la délinquance. Oui, parce que les démolitions et lutte contre la délinquance, ça existait avant l'opération Wambouchou. Mais c'est Forcément. Ce que nous avons fait avec l'arrivée des renforts, c'est une accélération. C'est ça. Avant d'avoir la totalité des renforts, on faisait 2 opérations de lutte antidélinquance par semaine. Dans la période que nous vivons en ce moment, on en fait une par jour. Voilà. De la même façon, notre objectif était d'accélérer les démolitions et la mise en œuvre de la loi Elan. En 2021, on réalisait une opération par mois. Hier, avec Talus 2 et ses 162 logements, on a fait en une semaine ce qu'on mettait 2 mois à réaliser en 2021. L'objectif, c'est l'accélération et ensuite de garder le rythme. La reprise des retours aux frontières, notamment avec les bateaux qui partent. Ça a recommencé vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Pas d'ombre à l'horizon, ça va continuer? Alors ça a recommencé avant vendredi. On a maintenant plusieurs bateaux qui sont partis. Oui. Ils sont partis dans des conditions oui, mais avec classiques. vraiment des gens qui ont été expulsés dans le cas de Wambouchou. On a eu beaucoup de départs volontaires avant, etc. Mais le vrai démarrage, c'était vendredi. Non, pardonnez-moi, c'est Oui. pas ça. Non. On a expulsé, on a rétabli les liaisons maritimes avec les Comores. Dans tous les bateaux qui sont partis, il y avait des gens qui étaient pour nous des étrangers en situation irrégulière n'ayant pas le droit de rester sur ce territoire. Et du côté comorien, on a accueilli, comme c'est normal, les citoyens comoriens qu'on ne peut pas rejeter. Alors, on est aujourd'hui revenu dans une situation qui n'est pas encore tout à fait normale, puisqu'on n'a pas autant de rotation qu'on en avait dans le temps. L'objectif, c'est de revenir à la situation habituelle, et c'est un objectif partagé avec les autorités comoriennes. C'est ce qu'on dit il y a maintenant 15 jours. Les 2 ministres des Affaires intérieures, dans leur communiqué de presse commun, retrouvaient rapidement une situation normale. Les objectifs qui avaient été fixés en termes de reconduite à la frontière étaient de l'ordre de 10 000 personnes. Est-ce que ce sont des chiffres officiels? Est-ce que c'est des objectifs qui seront tenus? Vous savez, les chiffres de l'année dernière, c'est un peu plus de 25 000 personnes, 25 700 qui ont été reconduites sur l'année. Aux Comores sur l'année. Notre objectif, c'est une nouvelle fois d'accroître cet effort. Et vous comprenez bien que dans le cadre de ce que nous venons de vivre, il n'y a pas de sens à fixer un chiffre aujourd'hui sur une période extrêmement courte. Premier sujet, poursuivre la reprise des relations normales, remonter à cette situation normale extrêmement rapidement, et puis on fera les comptes plus tard. Logiquement, en fin d'année, on devrait avoir au minimum 35 000 personnes ou 30 000 personnes reconduites. Il faut qu'on fasse mieux que quand on n'a pas les forces de l'ordre sur place. Non, mais bien sûr, il faut qu'on fasse mieux que quand on n'a pas les forces de l'ordre. Enfin, d'abord, on a toujours des forces de l'ordre sur place. Les 25 000 personnes, vous savez que c'est la moitié des reconduites qui sont faites sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est déjà un effort absolument énorme. Et je dis une nouvelle fois, faisons les comptes à la fin. D'accord. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens? Par exemple. Par exemple. Monsieur le préfet, comment ça se passe au quotidien dans votre vie professionnelle? Vous avez le ministre au téléphone tous les jours, Darmanin, qui vous appelle, qui veut dire on en est où, on en fait combien aujourd'hui? Ils sont au courant au quotidien de ce qui se passe?
Alors, on travaille effectivement Oui. quotidiennement. On remonte des informations et des informations normées. Alors, pas seulement au ministre de l'Intérieur. On a, dans mes interlocuteurs, j'ai une cellule interministérielle à Paris animée par les équipes de la Première ministre. Donc, on leur remonte un bilan quotidien. On a très régulièrement des audioconférences qui nous permettent de faire le point. Et puis, oui, effectivement, Gérald Darmanin suit Mayotte avec une attention particulière. De temps en temps, plus qu'un coup de téléphone en particulier, parce que la semaine dernière, il était aux États-Unis, à New York et à Quantico, mais il me passe assez régulièrement un petit SMS pour des mots d'encouragement. Et de la même façon, j'ai plusieurs fois par semaine Jean-François Carinco au téléphone, avec qui on parle logement, développement de l'économie et situation de l'eau. Donc on a une vraie solidarité gouvernementale autour de cette action. Donc c'est sincère. C'est sincère. L'action qui est mise en place, je pose la question parce que parmi les questions qui arrivent sur les réseaux sociaux et dans la population, on nous dit, on entend souvent, mais non, c'est un coup de com, parce qu'il veut devenir président de la République, voilà, il fait un coup de com. Non, c'est une opération sincère. Mais moi, je ne suis pas... Vous l'avez entendu ça? Je ne suis pas avec le ministre de l'Intérieur quand il se rase le matin, donc je ne sais pas ce qu'il pense à ce moment-là. Ce que je sais, c'est qu'il a engagé des actions et une démarche que personne n'avait engagée avec lui. Il le fait en le disant de façon assez régulière. Il a un amour et une admiration sincère pour les Mahoraises et les Mahorais. Et en tout cas, quand il m'a demandé d'agir, c'est dans ces termes-là qu'il m'a demandé d'être présent sur le terrain et d'apporter la même attention que lui apportait à Mayotte. Alors, avant l'opération Wuambushu, il y avait un problème de confiance entre l'État et la population mahoraise. On l'a tous très bien senti. Depuis l'opération Wuambushu, on a le sentiment que les collectifs, les Mahorais d'une manière générale, les Français donc, sont à fond derrière le gouvernement, derrière le préfet, derrière les opérations. Tout devient beaucoup plus populaire. C'est une belle opération. En tout cas, c'est important de sentir qu'on a répondu à la demande des Mahoraises et des Mahorais. Voilà, moi je suis sensible aux mots d'encouragement et à ces signaux là qui nous montrent que la réponse est appropriée à la demande. Mais c'est la moindre des choses, que l'État réponde aux questions du peuple. Mais comme je le disais il y a quelques minutes en répondant à vos questions, c'est quand même dans cette dimension-là et sous cette forme-là une réponse inusitée. Maintenant, vous le savez aussi, depuis l'élection du président de la République, celui-ci a multiplié les gestes en direction de Mayotte et on s'inscrit dans une accélération, mais pour accélérer, il faut déjà avoir pris de la vitesse. Et donc en réalité, on est vraiment dans cette logique qui maintenant dure depuis un certain temps et dans lequel véritablement Mayotte s'inscrit dans la République et dans le territoire français. Alors, on va sortir un petit peu de Wuambushu, si vous êtes d'accord, rapidement. On a toujours le même problème à Mayotte. Un des problèmes principaux, c'est la circulation. Beaucoup de mal pour circuler. Ça fait perdre énormément de temps, de productivité aux entreprises, aux salariés qui sont obligés de se lever plus tôt, d'arriver plus tard chez eux. Alors effectivement, il y a le projet Caribus, la CADEMA, etc. etc. Est-ce qu'on ne se trompe pas dans les choix? Parce que la question se pose au sein de la population. Non, sur le fait de passer à du transport collectif en site propre, sur le fait de lancer les appels à projets sur les navettes maritimes et sur le fait de travailler sur la mobilité, on n'a pas le choix. À Mayotte, la voiture individuelle telle qu'on la connaît dans le modèle européen ou asiatique n'a plus sa place. Aujourd'hui, il faut répondre par les prospectives que les autorités organisatrices de transport mettent en œuvre, et en particulier la CADEMA, qui au-delà de Caribus travaille aussi sur des systèmes de navettes. Il faut réfléchir aux problématiques de covoiturage. Moi, j'ai appelé, ça se voit moins en ce moment, mais on a appelé les chefs d'entreprise à mettre en œuvre du covoiturage de façon importante et très probablement aussi du télétravail. Ça ne marche pas beaucoup le covoiturage, on n'y arrive pas. On a un principe à Mayotte, comme à La Réunion.
de signe extérieur de richesse, on sort la voiture. Ouais, et elle mais est rutilante. il faut sortir Ouais. de ces logiques individuelles. Il n'y a pas d'avenir à Mayotte si on considère que demain, chacun doit tous les jours sortir sa voiture. Notre vrai sujet, c'est un problème de mobilité. Et finalement, on se dit, au moins sur un secteur comme Petite Terre, on pourrait imaginer des transports collectifs de petite taille, des vélos électriques et un secteur apaisé en matière de circulation. Je crois que ces objectifs sont au moins aujourd'hui intégrés par une partie de la population. Un autre sujet qui est primordial pour Mayotte, et je sais à quel point pour vos équipes et vous-même, bien évidemment, ce sujet est important, c'est l'eau. On attaque le 3e tour de coupure par semaine. Peut-être qu'en juin, ça sera 4. On nous explique, certaines autorités, certains spécialistes expliquent qu'en août, ça risque, ou septembre, ça risque véritablement d'être très compliqué, c'est-à-dire plus d'eau du tout. C'est un scénario qui est envisageable, ça? Plus d'eau du tout? Non, c'est pas plus d'eau du tout, parce qu'il y a des capacités de production et on est capable de distribuer de l'eau. Par contre, aujourd'hui, et en dépit du fait que nous ayons des coupures, on distribue partout de l'eau 24 heures sur 24. Pour passer le cap de la saison sèche, obligatoirement, on ne sera plus dans cette logique de distribution permanente de l'eau. En attendant la reconstitution des réserves collinaires et puis la mise en place de l'usine de dessalement que nous préparons activement, il va falloir passer une période liée à une sécheresse intense. Elle est valable aussi en métropole, hein, la sécheresse. Oui, absolument. Elle existe partout, pas qu'à Mayotte. Oui, non, mais on est dans des logiques de long terme d'évolution climatique, chacune avec ses propres caractéristiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se situe exactement dans le même topo que la métropole. Pourquoi on n'a toujours pas construit cette 3e retenue collinaire? Pourquoi on n'a toujours pas construit plusieurs usines pour de dessalement pour avoir de l'eau potable? Alors, on aurait pu depuis le temps. On va pas refaire l'histoire. Moi, oui. ce que je sais qu'aujourd'hui, avec les eaux de Mayotte, nous travaillons d'arrache-pied sur l'accélération de ces processus. La vraie réponse est probablement dans la mise en place d'une usine de dessalement de capacité importante, ne pas recommencer les erreurs de 2017 en ayant un produit qui ne soit pas adapté. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est encore sur l'usine de dessalement de Petite Terre en train de finir des travaux pour une implantation démarrée en 2017. Donc voilà, l'EMA travaille de façon importante sur la mise en place de l'usine de dessalement. On essaie d'accélérer et je pense que les choses vont se faire. Mais c'est vrai que Mayotte, avant cette période, a pris beaucoup de retard. Juste pour conclure, parce que c'est déjà terminé, monsieur le préfet, malgré toute cette actualité qu'il y a actuellement à Mayotte, vous arrivez à trouver le temps de préparer sereinement les sénatoriales? Parce qu'il faut préparer cette élection nationale tout de même. C'est bientôt. Vous savez oui, quoi. c'est au mois de septembre et au mois de juin, les conseils municipaux se réunissent pour désigner leurs représentants. Oui, tout à fait. Vous savez, une des caractéristiques d'avoir reçu beaucoup de renforts, c'est que ça nous a permis de maintenir une activité normale dans le reste des services. Donc aujourd'hui, on a diffusé aux élus les circulaires, on se prépare et nous aurons normalement, comme prévu, des élections sénatoriales en septembre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.